Comme toujours, un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Média. Merci de nous rester fidèles. Face à la progression de la menace terroriste, les services africains de renseignement sont obligés de développer de nouvelles méthodes afin de s'adapter à la menace terroriste. Même chose également pour les États et communautés régionales qui doivent aussi renforcer le partenariat pour ce qui est de l'échange d'informations et également de renseignements. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, quelle efficacité des renseignements dans la lutte contre le terrorisme? Comment développer un réseau régional de coopération dans le domaine du renforcement et du partage de renseignements entre États africains? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, faire de la région un espace sécurisé et apaisé. Tel est l'objectif de la 58e session ordinaire du Conseil des ministres du Liptako Gourmand, tenue le 16 septembre dernier. Telle est aussi la vision du président de la transition burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, qui ne cesse de multiplier les accords militaires avec ses voisins que sont le Mali et le Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Quelle efficacité de la coopération transfrontalière pour lutter contre le terrorisme? Comment redynamiser les organisations régionales dans le cadre de cette lutte? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau pour en parler avec nos invités, Daouda Tall, éditorialiste, également président du think tank ID Sénégal. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. Merci Daouda, bonjour et bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Bonjour également à vous aussi. En face de vous, M. Pape Ousmane Thiaw, doctorant en sciences politiques et spécialiste aussi des questions de sécurité. Merci également d'être là avec nous. Bonjour Daouda et bonjour à mon cher collègue débatteur. Je vous remercie pour l'invitation. Et je reste d'ailleurs avec vous, Ousmane. En 2019, le plan d'action pour la période 2020-2024 a été adopté par la CEDEAO avec un budget de 2,3 milliards de dollars américains. Il s'agit d'un plan visant à éradiquer le terrorisme dans la région ouest africaine. Déjà, que pensez-vous d'une telle stratégie aujourd'hui et de son plan d'action à l'échelle régionale, c'est-à-dire dans l'espace ouest africain? Je pense que c'est d'abord ça fait partie d'une de nombreuses initiatives qui ont été prises depuis lors dans le but d'éradiquer. Parce qu'éradiquer, je crois que c'est un mot assez lourd pour parler du terrorisme, mais pour faire face à la menace terroriste. Parce que quand on parle de terrorisme, on a souvent en face de nous une menace protéiforme, une menace pas difficile à identifier et d'où le rôle important des services de renseignement dans la détection, l'analyse et la diffusion de l'information au niveau des autorités pour une meilleure prise en charge des faits sécuritaires. C'est pour cela que oui, les différentes initiatives qui ont été prises jusque-là sont de nature à renforcer la coopération entre différents pays dans la lutte contre le terrorisme, bien entendu. Mais en mon sens, lorsque vous prononcez le chiffre de 2 milliards de dollars, oui, c'est un budget assez conséquent, mais qui, face à la configuration du Sahel, notamment des différents pays, face aussi, parce que il faut dire que le Sahel, c'est environ trois fois la France. Donc c'est une zone extrêmement large et dans laquelle circulent des groupes terroristes difficilement identifiables, notamment au niveau de la zone des 3 frontières. Mais également, on fait face à un manque de moyens criards des services de renseignement, des services de sécurité dans la lutte, dans la lutte contre la menace terroriste. Donc c'est une bonne initiative pour le moment. Sur ce point des contraintes-là, Daouda, aujourd'hui, est-ce que également la question de l'implication aujourd'hui, comme il le faut des États membres aujourd'hui de cette communauté, et la question des finances également, n'a pas plombé jusque-là un tel plan, puisque c'était à l'époque pour 2020-2024, aujourd'hui on est à 2022, presque début 2023. Aujourd'hui, est-ce que la question de l'implication des États n'a pas fait aussi que ce plan n'a pas donné peut-être les résultats escomptés? Oui, il y a plusieurs problèmes à ce niveau-là. Vous savez, souvent on dit que c'est la faute à l'argent. Alors que
d'habitude, il y a d'autres paramètres qu'il faut analyser. Bon, on parle de budget, mais ce n'est pas l'argent qui est important, ce n'est pas les milliards qui sont importants. Moi, j'aime bien toujours faire des analyses un petit peu décalées parfois par rapport à là où généralement on met le curseur. On va dire pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde le continent africain, l'aide publique au développement, on a toujours pensé que le sous-développement c'est une question d'argent. On a mis plusieurs milliards, des milliers de milliards depuis le début, depuis la fin de la guerre froide, on va dire. Et on est encore plus pauvre qu'avant. Donc, sur la base de la coopération militaire, notamment pour sécuriser la région, en Afrique de l'Ouest particulièrement, là où il faut regarder le mal, c'est au niveau de l'organisation des États, dans un premier temps. L'organisation des États, est-ce que les États ont des armées déjà qui sont efficaces? Est-ce que c'est des armées qui sont disciplinées? Est-ce que c'est des armées qui sont équipées? Etc. Est-ce que c'est des armées qui ont les renseignements qu'il faut et qui sont bien formées? Tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte. Par ailleurs, le degré de coopération, la volonté politique en matière de coopération, s'il n'y a pas la volonté politique réelle dans tout, ça ne peut pas marcher, mais en particulier lorsque on ne veut pas, on n'a pas une ferme volonté de coopérer de manière efficace, et on le voit vu la structure politique des États, avec l'instabilité qu'il y a, bon, on va y revenir sans doute. Et votre théorie, la théorie actuelle que vous êtes en train de développer aujourd'hui, appliquée à la CEDEAO, à son plan d'action, selon vous, qu'est-ce qui expliquerait peut-être la situation actuelle que l'on connaît, puisque également ce plan d'action était un plan assez ambitieux, au-delà de la question des finances, mais même son contenu, c'était un plan assez ambitieux. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas trop senti ces résultats-là? Au niveau de la CEDEAO, vous voulez dire? Pour l'espace CEDEAO. Oui, pour l'espace CEDEAO. Naturellement, même l'espace CEDEAO lui-même, même si c'est l'espace, disons-le, parmi les espaces qui fonctionnent le mieux en Afrique, on va dire. Parce que bon, je fais une petite parenthèse, lorsqu'on va en Afrique centrale, on regarde la CEAC. C'est très mitigé, c'est très négatif même, là, lorsque vous regardez les problèmes qu'il y a entre la République centrafricaine, rien qu'au niveau des structures, le Cameroun, le Gabon par exemple, à un moment donné qui ne veut pas trop d'immigration en Afrique centrale, etc. La Guinée équatoriale, même si le Cameroun est le pays dont l'économie est la plus diversifiée, ce n'est pas forcément là où on vit le mieux. Bon, donc c'est assez, voilà. Lorsque on va plus au niveau de la SADC, l'UMA, c'est une catastrophe, l'Union du Maghreb arabe, dans le sens où il n'y a pas d'entente qui se fait. L'Afrique de l'Ouest, donc, pour revenir sur la CEDEAO, on peut dire que ça fonctionne à peu près. Mais ça ne fonctionne pas comme il se doit non plus, parce qu'il y a un certain nombre de tracasseries que l'on voit, libre circulation des personnes et des biens, vous allez aux frontières, on constate tous les dégâts. Et puis maintenant, on a 2 pays de la CEDEAO dirigés au moins par des juntes militaires, le Mali, le Burkina Faso, on a vu les problèmes qu'il y a, sanctions ou pas, etc. Donc, tous ces problèmes-là, ce n'est pas un problème d'argent en soi. Bien sûr, les moyens sont importants, mais s'il y a la volonté, s'il y a l'organisation, s'il y a la volonté commune d'aller vers la protection des frontières, d'aller vers le renforcement au niveau des renseignements, d'aller vers la lutte contre l'insécurité entre les États, des frontières qui sont poreuses naturellement, ça peut produire des résultats, mais je trouve que si chaque État veut faire soi-même, nouer ses coopérations avec des États ailleurs, qui sont ailleurs, on va dire, à l'international, vous avez le Mali qui va avec la Russie, vous avez par exemple le Sénégal, on le sait très bien, qui ne se cache pas de ses bons liens avec la France, vous avez d'autres coopérations avec la Chine, si on va un petit peu plus loin, on sait très bien que la RDC coopère bien avec la Chine de manière historique, etc. Mais non, le but, on doit partir de nos ressources internes pour régler les défis qui se posent à l'Afrique, même si c'est avec des maigres moyens. Les autres qui viennent nous soutenir en apportant des moyens doivent s'aligner sur les stratégies communes décidées par l'ensemble des États. Il n'y a pas une harmonie d'abord à ce niveau-là. Ce n'est pas seulement la faute aux moyens.
Ok, et Monsieur Thiaw, le plan de mise en œuvre aujourd'hui de ce plan de la CEDEAO est basé sur 3 principaux piliers que sont d'abord la prévention de l'extrémisme violent et du terrorisme, la poursuite des terroristes grâce à l'harmonisation aujourd'hui des mécanismes, qu'ils soient des mécanismes nationaux, régionaux ou même internationaux, et également la reconstruction qui constitue le dernier pilier. Ça peut être la reconstruction aujourd'hui au niveau des victimes de ces attaques terroristes ou bien même au niveau d'anciens aujourd'hui reconvertis et qui veulent revenir aujourd'hui à la vie civile ou à la vie normale, si je peux l'appeler ainsi. Déjà, quelle lecture faites-vous de ce plan de mise en œuvre de la stratégie de la CEDEAO de lutte contre le terrorisme? C'est une stratégie, en fait, j'ai eu à faire des analyses par rapport aux différentes initiatives qui sont mises en place depuis disons, 2014, année où la menace terroriste s'est clairement intensifiée dans le Sahel. Et je me suis rendu compte qu'il y a une certaine coopération poussive. En fait, la coopération entre les différents pays engagés dans la lutte contre l'extrémisme violent au Sahel, cette coopération elle est poussive, notamment auprès des pays dits du champ. Les pays du champ dans le Sahel, cela concerne souvent les pays, en particulier les pays du G5 Sahel, excepté le Sénégal. Bon, le Sénégal ne fait pas partie du G5 Sahel, mais ces pays ont toujours du mal à coopérer entre eux de manière efficace dans la lutte contre le terrorisme, comme l'a évoqué tout à l'heure le docteur. Ensuite, il y a aussi une absence d'un plan d'action bien suffisamment clair et concerté, parce qu'on se rend compte que les différentes initiatives qui sont mises en place, et même le G5 Qu'est-ce qui explique cela, l'absence de plan d'action? Qu'est-ce qui l'explique? Déjà, au niveau pays, il y a des plans d'action nationaux de lutte contre le terrorisme. Au niveau régional également, il y a des plans d'action au niveau régional de lutte contre le terrorisme. Donc, quelle est cette absence de plan d'action-là? Justement, c'est une faible coordination entre les différentes initiatives qui sont mises en place. Parce qu'au niveau local, dans chaque pays, il y a un arsenal, disons, sécuritaire qui est mis en place dans la sécurisation, disons, des frontières du pays concerné. Mais on sait que ces initiatives ne fonctionnent pas à 100% dans la mesure où les frontières restent toujours poreuses. Allons par exemple au niveau de la zone des 3 frontières. La zone des 3 frontières constitue un point chaud et toujours sous haute tension de la part des groupes armés terroristes, les GAT. Vous voyez, donc souvent les pays ne parviennent pas à sécuriser d'abord leurs frontières avant de pouvoir exporter leur stratégie de lutte internationale et de coordonner ça avec d'autres pays du Sahel. Donc actuellement, il y a un manque non seulement de coordination, mais aussi les politiques qui sont mises en place de part et d'autre ne sont pas forcément compatibles. Mais qu'est-ce qui justifie cette difficulté-là aujourd'hui à sécuriser les frontières, d'abord par les pays ou bien les forces de défense et de sécurité de ces pays? Après, il y a la taille, parce que n'oublions pas que le Mali, par exemple, la Mauritanie, le Niger, ce sont de très grands pays. Donc il y a la taille, d'abord une frontière de plus de 1000 km, c'est assez difficile à sécuriser. Également, il y a le fait que les groupes terroristes, à un moment donné, je ne sais pas, bon, il y a beaucoup de controverses à ce niveau, c'est que les groupes terroristes, à un moment donné, se fondent dans la population. Donc, il est très difficile pour un militaire d'identifier avec exactitude et de pouvoir entreprendre des actions, disons, visant à neutraliser les groupes terroristes, tout en faisant en sorte de ne pas faire l'objet de bavures au niveau des populations. Donc ça, c'est un obstacle, disons structurel, que l'on ne parvient pas tout à fait à dépasser en fait au niveau des services. D'où la nécessité pour ces forces de défense et de sécurité de collaborer surtout avec les populations, et nous y reviendrons tout à l'heure. Monsieur Tall, pour ce qui est de la question des renseignements, surtout dans le cadre de la prévention ou bien même de la lutte contre le terrorisme, c'est un point qui revient souvent, surtout pour ce qui est de l'accès à ces renseignements-là et du partage. Qu'est-ce qui justifie cela? Que souvent on pense que, ou bien on pose cette question comme un problème d'accès ou de partage de l'information entre ces pays-là, ou bien même en intra au sein même de ces pays-là. Oui, bon, je pense que c'est un phénomène relativement nouveau par rapport à toute l'histoire de l'Afrique. Hein. On nous parle d'islamisme, de terrorisme de manière globale, etc. Bon, donc il faut quand même que les États adaptent leur stratégie, leurs compétences également, etc. Donc tout ça c'est important, parce que rappelons-le quand même, il y a un terme qu'on utilise, le djihadisme, parfois à tort, souvent en faisant l'amalgame entre islam et terrorisme. Il y a le terrorisme. Voilà, donc le terrorisme n'a pas de religion. C'est global. Religion, oui. Et donc d'ailleurs, c'est absolument
important de s'y arrêter un petit peu. Si vous prenez par exemple une figure comme El Hadj Omar Tall, qui s'est toujours réclamé de faire du djihadisme. Il faisait du djihad, tout simplement, la guerre sainte. Voilà, donc qui est une figure en Afrique de l'Ouest, qui a contribué à islamiser l'Afrique de l'Ouest. Bon, c'est quelqu'un qui est quelque part adoubé, parfois même vénéré, et dont tous les Sénégalais, les Maliens, etc., qui sont musulmans, réclament son héritage par sa foi, par sa capacité à éduquer les peuples de manière historique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà une figure, il y en a d'autres. Hein. Et aujourd'hui, lorsque vous êtes djihadiste, lorsque vous dites plus personne n'ose se lever et dire je fais du djihad naturellement, ou même se réclamer de ça, c'est quelque part d'un point de vue international, d'un point de vue de l'extérieur de l'Afrique, de cette zone, c'est très mal vu. Donc là-dessus, il y a un aspect très important. D'où l'intérêt de surtout clarifier les concepts et d'éviter de faire aujourd'hui amalgame entre ce qui relève du terrorisme et ce qui relève aujourd'hui du djihad, dans la mesure où le djihad en tant que tel, comme vous l'avez rappelé, a sa signification dans la religion musulmane, dans l'islam, et cela n'a rien à voir aujourd'hui avec l'islam, dans la mesure où l'islam, comme toutes les autres religions révélées, sont également des religions qui prônent la tolérance. Donc je vous laisse poursuivre. Voilà, effectivement, il y a ça, et même il y a des concepts spirituels liés au djihad, le djihad spirituel où on ne va pas aller tuer quelqu'un ou quoi que ce soit, mais juste manifester sa foi vis-à-vis de ses croyances. C'est une sorte d'introspection par rapport à ça. Par exemple, de spiritualité intérieure. Donc tout ça, ce sont des concepts qu'il faut préciser. Ceci dit, il y a une constante. Aller tuer des gens qui vous ont rien fait est mauvais. Surtout de nos jours, et puis à l'époque aussi il n'y avait pas les États. Aujourd'hui on a des États, des républiques, etc. avec des lois qui sont là, qu'il faut respecter, ça c'est une chose. Mais donc, préciser ces concepts c'est important. Dans le renseignement, ça rejoint la question que vous posez. Comment est perçue la lutte contre le terrorisme, comment elle est perçue par les populations en milieu rural, au niveau des frontières, puisque le problème c'est des frontières poreuses et le long des frontières il y a des populations qui y habitent. Et ces populations-là, parfois, les terroristes recrutent parmi ces populations-là et aussi, en même temps, l'État souvent a besoin de renseignements et peut avoir ces renseignements-là à partir de ces populations. Vous voyez le contraste, le paradoxe, la difficulté. C'est-à-dire que vous venez voir une population qui habite dans une zone frontalière. Je peux prendre par exemple le cas du Mali et du Burkina Faso à titre d'exemple. Si on reste avec ce paradoxe-là, surtout dans ces pays-là, est-ce que également le fait que ces gens-là qui se réclament de groupes terroristes puissent se fondre facilement dans la masse, est-ce que également les pouvoirs centraux n'ont pas une certaine responsabilité dans la mesure où Ousmane l'a rappelé tout à l'heure, ce sont des territoires immenses. Des fois, l'administration centrale, elle est absente de certaines de ces localités et ce sont certains de ces groupes-là qui viennent y faire la loi et qui gagnent une certaine confiance de ces populations-là qui, en quelque sorte, les protègent. Est-ce que cela aussi, en partie, ne justifie pas cette situation? Oui, c'est-à-dire le fait que l'État ne soit pas présent, on contrôle moins le territoire. Et donc on laisse les populations à elles-mêmes, et lorsqu'on les laisse à elles-mêmes, parce qu'il y a l'absence de santé, d'éducation, etc. Et ça, c'est pas seulement le problème lié au Sahel. Lorsqu'on va à l'est de la RDC, on sait que c'est une zone conflictuelle, qu'on a appelée la Première Guerre mondiale africaine, impliquant plus de 8 pays, Ouganda, Kenya, etc., Burundi, Rwanda. Là aussi, c'est parce que la RDC, s'il y a un État, là on parlait de la taille des États, vous parliez de la taille des États, mais s'il y a un État dont la taille est immense et qui n'arrive pas à contrôler son territoire, par exemple, il n'y a pas plus parlant que la RDC. Oui, actuellement, oui. Vous voyez, actuellement. Et donc le problème, c'est ça, c'est que en RDC, à l'est, s'il y a le conflit qui persiste, c'est aussi l'absence du contrôle de l'État de son territoire. Pareil en Afrique de l'Ouest, au Mali notamment. Et donc, on a deux problématiques différentes là. Là, c'est très important de s'y arrêter parce que dans le Sahel, on parle de terrorisme. En Afrique centrale, à l'est, on parle de rébellion, par exemple. Vous voyez, alors que finalement, c'est de l'insécurité, c'est des populations qui souffrent, ce sont des populations qui n'ont pas accès aux services de base de l'État,
ce sont des populations il y a des exactions, viols, assassinats, etc. Vous voyez, donc toujours le problème reste le même, même si la déclinaison même ou les conséquences sont différentes. Donc, pour revenir sur cette question-là, concrètement, les États ont du mal à apporter les services qu'il faut. Et donc, laissées à elles-mêmes, les populations se laissent recruter effectivement par des gens qui font de la violence. Maintenant, pour avoir, comme ces gens ont perdu confiance en l'État, comment voulez-vous que ces populations se rangent du côté de l'État pour aller leur fournir des renseignements qui permettent de combattre les terroristes, par exemple? D'autant plus que parfois, c'est sous la menace. Si vous dénoncez quelqu'un, il peut se passer des représailles. Par ailleurs, certains étant recrutés par là, ce sont parfois des membres de leur propre famille qui sont impliqués. Donc c'est là la difficulté. Et aussi, on peut expliquer c'est une difficulté sur laquelle nous allons également rester, mais nous allons y revenir tout à l'heure. Papa Ousmane Thiaw, par rapport aujourd'hui à cette lutte contre le terrorisme, on voit qu'en Occident, de plus en plus également, les services de renseignement sont en train aujourd'hui de développer de nouvelles méthodes. Je l'avais rappelé dans mon introduction. Il est également nécessaire aujourd'hui pour ces pays africains, face à cette nouvelle menace également, de développer des méthodes de renseignement qui puissent leur permettre de s'adapter aujourd'hui à la situation. Comment, dans ce cadre-là, aujourd'hui, développer des méthodes beaucoup plus efficaces de gouvernance du renseignement sur le continent, surtout dans cette zone Sahel dont nous parlons? Oui, mais avant de parler de gouvernance du renseignement, il faut savoir que le secteur du renseignement a connu des mutations non négligeables ces dernières années. On est passé du renseignement humain à travers des personnes qui pouvaient aller au contact des populations pour recueillir la bonne information à faire remonter au niveau de l'autorité. Mais maintenant, il y a une forte dimension technologique. Maintenant, face à des menaces comme le terrorisme, on s'est rendu compte très rapidement que le renseignement, la collecte d'informations à travers les outils technologiques connaissait une certaine limite. Maintenant, ici dans le Sahel, on ne peut pas forcément faire du bon travail de renseignement sans pour autant avoir des hommes sur le terrain. C'est pour cela que ceux qui pensaient que le renseignement humain, le fait d'infiltrer des groupes terroristes ou le fait d'aller au niveau des populations pour recueillir des informations était dépassé, mais nous sommes actuellement obligés de revenir à nos fondamentaux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le renseignement, c'est de l'anticipation. Et pour anticiper sur cette menace que l'on ne peut pas voir très facilement, il faut aller au niveau de ces groupes terroristes. C'est pour ça qu'il y a... Et on reste sur ces fondamentaux que vous développez. Aujourd'hui, dans le cadre de la prévention de l'extrémisme, les forces de défense et de sécurité développaient des mécanismes et méthodes à travers lesquels ils collaboraient beaucoup avec ces populations locales, ces populations également à la base. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps aussi de revenir à cette méthode, c'est-à-dire d'impliquer les populations, que ce soit comme acteurs et même comme vecteurs dans le cadre des renseignements? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'actuellement, notamment en Occident, on a beaucoup trop idéalisé l'influence des nouvelles technologies de communication dans la collecte d'informations. Parce qu'actuellement, on sait très bien qu'il y a des logiciels qui permettent de mettre sous écoute des personnes à des milliers de kilomètres, n'est-ce pas? Mais pour combattre des phénomènes comme le terrorisme, ces outils ne suffisent pas. Il faut non seulement aller au niveau des populations, à leur chevet, les impliquer dans tout ce qui est identification de la menace, neutralisation de la menace et anticipation par rapport aux différentes actions que peuvent poser ces groupes terroristes. Donc, bien entendu, il faut impliquer davantage les populations, leur faire prendre conscience du fait qu'elles sont les premières victimes de n'importe quelle attaque dans leur localité. Parce que la manière dont se fait le djihadisme au Sahel, on se rend compte que ce sont les populations qui sont les premières victimes. Vous voyez. Donc, les autorités, le plus souvent, ils ont une certaine protection parce que les autorités ne se rendent pas très souvent dans les zones les plus reculées ou qui sont sous le contrôle des groupes djihadistes. Donc, ce sont les populations qui doivent s'approprier cette lutte. Ouais. Donc, en parlant de gouvernance du renseignement, il faudrait l'associer à plusieurs autres politiques, notamment les politiques de développement économique. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Michel Tal, il y a un fort volet de sous-développement qui est un terreau fertile pour les groupes terroristes, leur permettant de recruter des jeunes assez peu concernés par les actions de l'État et assez désespérés par rapport à leur situation. Et si on reste avec cette question d'échange et de partage de renseignements,
renseignement, M. Tall, on constate qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont eu lieu, surtout au niveau régional ou sous-régional. On a vu l'initiative d'Accra avec les pays aujourd'hui du Golfe de Guinée, avec le Niger et le Mali qui étaient comme pays observateurs. Il y a également d'autres que l'on voit comme les pays des Grands Lacs, où récemment il y a eu une rencontre des chefs des services de renseignement des pays du Grand Lac, une rencontre qui s'est tenue en Ouganda. Donc autant d'actions ou bien autant d'initiatives également développées au niveau sous-régional. Aujourd'hui, quelle pertinence d'une telle collaboration aujourd'hui au niveau régional dans le domaine du renseignement? C'est très important la coordination au niveau régional et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit effectivement parce que on pensait d'abord que les moyens technologiques allaient remplacer l'homme dans le renseignement pour être plus efficace, ce qui n'est pas le cas. Sinon, la France n'aurait pas au Mali eu les résultats mitigés qu'elle a eu parce que tous les moyens étaient déployés là, les drones, tout ce qu'il faut. Et voilà, bon, effectivement, la coopération régionale en matière de renseignement, elle est très très importante. Elle est très importante, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est des problématiques qui sont différentes. Là, on a parlé du terrorisme dans le Sahel. Vous avez parlé des problèmes dans le golfe de Guinée. La particularité dans le golfe de Guinée, c'est aussi des pirates, par exemple, les hydrocarbures, le vol des hydrocarbures, etc. Et également la menace terroriste qui progresse aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest vers ce golfe de Guinée-là. Progresse quand même vers là-bas, mais à la base, dans cette zone, l'un des enjeux fondamentaux, c'était pour les compagnies des hydrocarbures pétrolières, etc., c'est de sécuriser la zone quelque part. Mais effectivement, mais aujourd'hui, ça se déplace. Donc, en fait, le terrorisme vient vers là. Mais comment développer des outils spécifiques pour combattre chaque type de menace en matière de renseignement? C'est ça le vrai enjeu. On ne fait pas du renseignement au Sahel dans la zone avec AQMI, par exemple, au nord Mali, de la même manière qu'on fait du renseignement au Tchad ou dans le golfe de Guinée. Et par rapport à ce que vous venez de dire, comment développer aujourd'hui des outils permettant aujourd'hui d'aller vers une meilleure gouvernance et une meilleure gestion aujourd'hui de ces renseignements? D'ailleurs, dernièrement, il y a eu une rencontre qui s'est tenue du 5 au 23 septembre dernier à Rabat au Maroc, une formation spécialisée sur les techniques d'investigation et de lutte contre le terrorisme. L'initiative était du bureau du programme des Nations Unies de lutte contre le terrorisme qui avait réuni 24 participants qui venaient de 6 pays africains que sont le Bénin, le Burkina, le Tchad, le Mali, le Nigeria et le Sénégal. D'où l'intérêt de travailler ensemble sur cette question des renseignements. Malheureusement, nous en sommes à la fin de la première partie. Dans la seconde partie, il sera question de parler de coopération transfrontalière dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. Et c'est tout de suite. De retour pour la seconde et dernière partie du débrief, Monsieur Tall, le Burkina Faso et le Niger ont conclu en août dernier un accord de coopération militaire permettant de multiplier les opérations conjointes sur le terrain, a annoncé la présidence burkinabé dans un communiqué publié à l'issue d'une visite de travail du ministre nigérian de la Défense à Ouagadougou. Le Burkina a aussi renforcé sa coopération militaire avec son voisin qui est le Mali. Déjà, quel regard portez-vous sur cette nouvelle approche du président de la transition burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba? Bon, toute coopération militaire visant à assurer la défense et l'intégrité du territoire, des territoires des pays africains est à saluer. Je ne peux que saluer cette démarche de coopération militaire bilatérale. Maintenant, ce qu'il faut dire également, c'est que ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire et on peut se poser la question aussi à savoir pourquoi, que va devenir cette coopération militaire? Est-ce que si c'est pour être plus efficace, pour préciser des éléments dans le cadre d'une coopération régionale plus large, c'est bien. Parce que les enjeux sont plus globaux, même si c'est à l'échelle régionale. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque il y a une coopération bilatérale Burkina Faso-Mali. Celle-ci doit soit préciser une coopération plus globale, par exemple au niveau du Sahel, ou alors être versée par la suite
dans le cadre de stratégies régionales de lutte contre le terrorisme, l'insécurité, etc. Est-ce que c'est dans cet esprit? Il faut se poser la question. L'autre élément qu'on peut dire, c'est que devient le G5 Sahel dans ce cadre-là? L'avenir du G5 Sahel, on y reviendra d'ailleurs puisqu'il est question de parler de ça avec cette nouvelle approche développée par le lieutenant-colonel Damouiba, à savoir miser aujourd'hui sur une coopération militaire directe inter-État. Et j'en viens à vous, M. Thiaw. Déjà, son premier déplacement officiel, le lieutenant-colonel Damouiba l'a réservé à son homologue du Mali, le colonel Goïta, Assimi Goïta, visite au cours de laquelle les deux présidents de transition ont passé en revue les sujets d'intérêt commun pour renforcer la collaboration entre les deux pays et mutualiser les efforts aujourd'hui afin de relever les défis qu'ils ont en commun, comme la question aujourd'hui de la menace terroriste et des différentes attaques terroristes dont ces deux pays-là sont victimes. Déjà, que peut-on attendre d'un partenariat militaire entre Bamako et aujourd'hui Ouagadougou? Oui, d'abord, il faut chercher à faire l'historique de l'émergence de ces deux juntes militaires au niveau des deux pays respectifs, notamment le Mali et le Burkina Faso. Ces deux juntes ont pris le pouvoir dans un contexte où les autorités du Mali et du Burkina Faso avaient clairement perdu le contrôle de leur territoire. Donc, en prenant les rênes de ces deux pays, le principal objectif était de faire en sorte que les autorités en place puissent reprendre et sécuriser les frontières de leur pays. Et ça, c'est assez difficile. Et je tiens à rappeler aussi que les différentes initiatives qui ont été prises depuis 2014 c'était basé presque exclusivement sur l'assistance internationale, notamment des initiatives comme le GARSI, G-A-R-S-I, qui reposaient sur l'assistance... Dont le Sénégal est membre également, avec un déploiement de la gendarmerie nationale au niveau de Kidira, dans le sud-est du pays. Oui, cette stratégie était... les différentes stratégies qui étaient mises en place reposaient essentiellement sur l'assistance internationale. Et je crois que actuellement, les différents pays du Sahel, notamment le Burkina Faso et le Mali, cherchent plus à avoir des initiatives au niveau local et se départir un tout petit peu de l'assistance internationale qui a à peu près montré ses limites. Donc le fait que Damouiba aille voir le colonel Assimi Goïta pour une coopération beaucoup plus directe, c'est surtout une visite de partage d'informations. Pourquoi? Parce que la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, c'est une frontière où il y a une activité terroriste assez intense, dans la mesure où la plupart des groupes qui se sont repliés, parce que j'appelle ça repli stratégique, qui se sont repliés après les initiatives sécuritaires de l'armée malienne, se sont repliés au niveau du Burkina Faso et du Niger. Donc actuellement, les initiatives des deux autorités, des deux pays ont été engagées dans le but de faciliter le partage d'informations. Est-ce que cette approche-là, Pape Ousmane, ne risque pas de créer des doublons, dans la mesure où la menace aujourd'hui dépasse le Mali, dépasse le Burkina seulement également? Et aujourd'hui, il y avait des cadres sous-régionaux qui existaient déjà, Yatal qui le rappelait tout à l'heure. Est-ce que ça ne risque pas de faire doublon ou de poser problème à ces cadres sous-régionaux ou bien organisations sous-régionales qui existaient déjà? C'est possible, mais moi je crois que l'objectif d'abord est de chercher à harmoniser les différentes politiques sécuritaires qui sont mises en place de part et d'autre. Dès que les autorités parviennent à mettre en place des initiatives qui sont cohérentes, je pense que la lutte contre les attaques terroristes pourra porter ses fruits assez rapidement, puisque les initiatives au niveau sous-régional ont presque toutes montré leurs limites. Donc il faut à un moment donné une approche beaucoup plus directe. Donc moi j'estime que c'est dans ce sens que Damouiba est allé voir Assimi Goïta pour essayer de trouver une solution beaucoup plus directe et de coopérer directement entre armées en fait. Et Daouda, vous aviez commencé à développer tout à l'heure là-dessus une telle approche développée par le lieutenant-colonel Damouiba. Mais aujourd'hui, est-ce que cela ne risque pas, quel avenir déjà, je dirais, quel avenir pour le G5 Sahel qui existait déjà et dont sont membres ces pays? Je rappelle que le Mali avait déjà quitté ce G5 Sahel-là. D'ailleurs, les appels ne cessent aujourd'hui de se poursuivre, que ce soit le Burkina, le Niger et même le Tchad ont lancé dernièrement également des appels au Mali afin de réintégrer aujourd'hui le G5 Sahel. En développant une autre approche à côté beaucoup plus directe inter-État, quel avenir pour le G5 Sahel alors? Bon, très honnêtement, on est à l'heure des grands ensembles. Donc je ne pense, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien si vous pouvez coopérer de manière directe, mais il faut que ça se fasse dans un cadre plus global.
soit être versé dans un cadre plus global, parce que les enjeux sont là, sont globaux. Les frontières Mali, Burkina, Niger, la zone des 3 frontières. Vous avez aujourd'hui le Burkina Faso qui a une frontière avec le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et par exemple, si on prend juste 3 pays, vous prenez le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Parce que n'oublions pas la Côte d'Ivoire aussi qui a connu son lot d'attaques. Ces 3 pays-là ont des frontières communes. Chaque pays a une frontière avec les 2 autres. Alors, rien que cet exemple-là vous montre clairement que l'enjeu est global. Une coopération militaire seulement directe entre le Mali et le Burkina Faso ne suffira pas. Il y a quand même, il faut le dire, hein, c'est des airs de deux militaires, de 2 officiers supérieurs qui veulent renforcer leur copinage, hein, parce qu'ils ont le même sort, il faut le dire. Hein. Un lieutenant-colonel au Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta au Mali. C'est une manière de bander les muscles et de dire on a l'uniforme, on y va, on va y arriver, etc. Et puis une manière aussi de légitimer leur prise de pouvoir et leur maintien au pouvoir. Moi, je ne suis pas naïf là-dessus. Hein. Ils ne vont pas arriver à régler le problème que le G5 Sahel n'a pas réussi à régler, qui est un cadre beaucoup plus global, même s'il y a énormément de critiques à faire. Vous donnez tout à l'heure l'exemple de la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui a des frontières communes avec ces pays-là. Est-ce que cela ne devrait pas inviter également à plus de coopération ou de collaboration entre aujourd'hui ces pays de l'espace ouest africain et ceux du Golfe de Guinée, dans la mesure où la menace terroriste qui sévit actuellement dans ces pays du Golfe de Guinée est partie aujourd'hui de ces pays ouest africains? Mais naturellement, Daouda, bien sûr que je suis d'accord. C'est-à-dire même cette coopération militaire, même le G5 Sahel, ça aurait pu... il y a le Tchad et la Mauritanie. Le Tchad, c'est en Afrique centrale. La Mauritanie, c'est à mi-cheval entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. C'est vrai que là, c'est problématique. Mais en réalité, c'est la CEDEAO qui devait prendre à bras le corps ce problème. Justement, ça pourrait permettre de réunir à la fois ces pays que vous citez, y compris la Côte d'Ivoire, aller rassembler aussi prendre en compte le Nigeria notamment, etc. Et donc je trouve que cette coopération militaire de lutte contre le terrorisme, contre l'extrémisme, ça devait être prise en charge par la CEDEAO. Et peut-être que la CEDEAO pourrait éventuellement, dans le cadre d'un organisme tampon, rallier la Mauritanie, le Tchad si nécessaire. Non? Mais G5 Sahel, vous avez 3, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui sont membres de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, je l'ai rappelé, est aussi menacée. Vous en avez d'autres. On ne sait pas si la menace va progresser vers le sud-est, je ne l'espère pas, du Sénégal. Parce que lorsque le problème se déplace vers Bamako, là on est proche du sud-est du Sénégal, naturellement. Et donc on s'est même posé la question, pourquoi le Sénégal ne fait pas partie du G5 Sahel? Je ne suis pas en train de dire que le Sénégal va subir le terrorisme, loin de là. Mais vous voyez, donc la CEDEAO, c'est le cadre le plus approprié pour mettre en place une force. Mais on a toujours, la coopération internationale, c'est d'autres qui viennent nous dire qu'il faut faire une organisation qui s'appelle G5 Sahel. Parce que G5 Sahel, ce n'est pas né de la volonté unique des chefs d'État africains. Non. C'est parce qu'ils pensent aux moyens d'abord, parce que c'est suggéré par des partenaires, des bailleurs de fonds qui vous disent faites ça, et puis c'est né comme ça. Et nous, le problème, c'est qu'il faut des organisations endogènes. Je parlais tout à l'heure de volonté politique d'aller ensemble vers la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Et on reste avec ce point de cette volonté politique à aller ensemble. Aujourd'hui, un organe ou bien une organisation comme la CEDEAO aujourd'hui développe des mécanismes, que ce soit de prévention ou bien de lutte contre le terrorisme. Il existe pas mal de mécanismes, que ce soit sur le plan réglementaire et même sur d'autres plans également.
là, mais il se pose un autre problème. Vous l'avez rappelé, Daouda, c'est la question d'une force aujourd'hui africaine capable également d'assister ces pays-là qui font face à la menace terroriste. La force du G5 Sahel, c'est le même problème. C'est une force qui existe aujourd'hui sur les documents et tout, mais ça pose problème son opérationnalisation. C'est la même chose également pour la force continentale qui est la force africaine en attente. Aujourd'hui, quelle solution face à tout cela? Oui, moi je pense que la CEDEAO a fait l'erreur de privilégier le politique et l'économique au détriment du sécuritaire. On se souvient de en 2016, lorsqu'il s'est agi de déloger la Gambie, d'intervenir en Gambie pour faire partir Yahya Jammeh. La CEDEAO n'a pas lésiné sur les moyens pour faire pression sur Yahya Jammeh. Mais quand il s'agit à un moment donné de soutenir les armées locales, les forces armées locales pour faire face à la menace terroriste, mais là, Pape Ousmane, est-ce comparable? Ici, la menace terroriste, elle est beaucoup plus sournoise que d'aller déloger un président qui s'accroche illégalement au pouvoir. Oui, je comprends bien, mais quand il s'agit de sécuriser un pays ou de combattre la menace terroriste, ce n'est pas une stratégie qui se fait de manière, disons, ad hoc et ça se fait immédiatement. C'est une coopération de longue haleine, c'est une stratégie qui est mise en place pendant plusieurs années et dont l'objectif est de parvenir à la sécurisation, à l'optimisation de la sécurité des pays cités. Moi, je pense que la CEDEAO a beaucoup plus privilégié l'aspect politique à travers la cour de là où vont les députés, la cour de la CEDEAO, l'Assemblée nationale, l'Assemblée de la CEDEAO, oui, et ensuite l'économique à travers cette volonté de convergence des monnaies pour la création de l'éco, tout en reléguant au second plan l'aspect sécuritaire. Actuellement, c'est justement à cause des différentes perturbations qu'il y a au niveau des pays membres de la CEDEAO que les objectifs politiques et économiques ne peuvent pas être atteints. Vous voyez, donc moi j'estime que la CEDEAO aurait dû, à un moment donné, dès que la menace terroriste s'est, disons, intensifiée au Sahel, miser sur une politique, disons, d'ensemble visant à permettre aux différents États d'avoir une politique sécuritaire commune. Et là, à travers la stabilisation de la zone de la CEDEAO, il serait beaucoup plus facile de mettre en place des politiques économiques, disons, viables, de mettre en place des politiques monétaires viables et aussi de parvenir à une intégration beaucoup plus poussée. Et aujourd'hui, un pays comme le Niger, Daouda, est la nouvelle base de la lutte contre le terrorisme au Sahel, non seulement pour la France aujourd'hui qui a quitté le Mali pour le Niger, mais aussi pour le Burkina Faso qui partage une frontière avec ce pays qui est le Niger et également le Mali. Cela fait suite à la sortie de la France du Mali, je le rappelais tout à l'heure. L'opération Barkhane, déjà, pourrait-elle faire mieux au Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme que ce qui a été fait au Mali? Non, c'est une base arrière, hein. C'est une sorte de coordination au Niger, parce que ce n'est pas au Niger où la menace est la plus grave, oui. C'est sûr. Et donc s'ils sont installés là, c'est d'un point de vue stratégique pour des soucis de coordination. Bon, ça c'est important de le préciser. L'armée française ne s'est pas déplacée du Mali vers le Niger parce qu'il y a plus de risques au Niger. Non. Bon, ceci dit, vous avez la junte militaire au Mali qui a demandé à la France de partir, l'opération Barkhane, et Takuba s'ensuit, et finalement, ils vont se replier au Niger. Que vont penser les autorités de la junte, des autorités nigériennes? C'est une question. On parle de CEDEAO. Il ne faudrait pas que les problèmes de coopération bilatérale, multilatérale, viennent saper le moral au niveau des autorités, des pays, dans la marche, dans la construction vers l'organisation régionale, vers l'union régionale. Et le bon voisinage aussi entre ces États. Mais tout à fait, l'enjeu il est là, même s'il y a des choses qu'on ne dit pas publiquement très certainement, mais aller au Niger, parler avec les autorités de ce qu'ils pensent des Maliens, parler avec les autorités maliennes de ce qu'ils pensent des autorités nigériennes, parler des autorités maliennes de ce qu'ils pensent de la Côte d'Ivoire qui est proche de la France, parler aussi du Sénégal dont on sait que le président Macky Sall est très proche d'Emmanuel Macron, etc. Vous voyez ce problème-là. On était dans la construction d'une CEDEAO qui quand même est un exemple, je l'ai dit plus tôt,
C'est-à-dire par rapport aux autres organisations régionales, la CEDEAO, on a une carte d'identité commune, un passeport, libre circulation des biens et des personnes, même si ce n'est pas parfait. Face à la situation que vous venez de soulever aujourd'hui, comment éviter que ces questions géopolitiques ou bien même de partenariat avec d'autres pays influent aujourd'hui sur les relations bilatérales entre ces différents États qui ont plus en commun que ce qui les divise? Mais c'est très difficile. Il y a l'influence est déjà là, et une influence négative. Et c'est l'union régionale qui prend un coup à ce niveau-là, il faut le dire. Hein. Bah, on a vu quand même les sanctions au Mali. Et puis voilà. Et si on peut aussi interpréter le fait que le lieutenant-colonel Damiba se déplace au Mali pour voir son homologue Goïta. Et pour sa première visite officielle d'ailleurs. Mais c'est bien pour dire, venez vous, on est ensemble, on va être plus proches par rapport aux autres qui ont certes été élus démocratiquement mais qui coopèrent avec l'ancienne puissance. Nous, on a à peu près la même dynamique, la même jeunesse, la même fougue, on a, etc. Mais qu'est-ce on va essayer de voir qu'on va tenir les choses, peu importe ce que pensent les autres, qui sont d'ailleurs contre nous. Et là, il y a deux pays importants quand même en Afrique de l'Ouest. Moi, je ne suis pas convaincu que seuls ces deux militaires-là vont arriver à résoudre le problème. Parce que d'ailleurs, il faut se demander si la perte du contrôle du territoire a été justifiée par le lieutenant-colonel Damiba pour prendre le pouvoir, déloger Roch-Marc Christian Kaboré. Aujourd'hui, ça m'a l'air d'être un petit peu de pire en pire. Oui. Hein, ça ne m'a pas l'air d'être de pire en mieux. Vous voyez ce que je veux dire? On reste avec Damiba. Aujourd'hui, le président de la transition burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, tout comme le président du Niger, Bazoum, sont deux aujourd'hui chefs, je ne peux pas appeler Damiba chef d'État, mais sont deux aujourd'hui dirigeants qui misent sur la négociation avec les groupes terroristes dans le cadre de cette lutte-là. On a vu aujourd'hui l'implication des autorités nigériennes, surtout pour ce qui est des négociations pour la libération aujourd'hui de la sœur américaine qui était arrêtée au Niger. Déjà, quelle lecture faites-vous de cette approche ou bien de cette nouvelle approche du président Bazoum et du président de la transition Damiba qui consiste aujourd'hui à aller aussi vers une négociation avec certains groupes terroristes? Je me rappelle que lors d'une précédente émission, nous avions évoqué le sujet du retour de l'ancien président burkinabé aux affaires au Burkina Faso. Blaise Compaoré. Oui, Blaise Compaoré. Et pour plusieurs observateurs, c'était une hérésie, d'autant plus qu'il faisait l'objet d'une condamnation judiciaire et tout. Alors j'avais expliqué pour ce cas que l'objectif du retour sur scène de Blaise Compaoré était dû au fait que Damiba y avait vu une personne ayant des réseaux au niveau de certains groupes terroristes et qu'il pouvait servir d'intermédiaire lors d'éventuelles négociations. Et ça se confirme. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que les groupes terroristes n'avaient pas forcément des revendications, disons, djihadistes au sens religieux du terme. Et à un moment donné, les groupes terroristes avaient peut-être des, disons, si je peux m'exprimer ici, des business à gérer, des revendications politiques, voire même économiques. Du coup, et pour des personnes ayant des revendications politiques et économiques, parmi les options disponibles, il y a la négociation, bien entendu. Quand on va dans certains pays comme aux États-Unis, on dit qu'on ne négocie jamais avec un terroriste, mais les contextes sont différents. On est en Afrique de l'Ouest, la menace elle est hybride et protéiforme, les frontières sont poreuses parce que tout simplement il n'y a pas suffisamment de moyens et de moyens humains et logistiques pour sécuriser les frontières. Donc je pense que le fait d'explorer d'autres modes d'apaisement et de résolution de cette menace pourrait être envisagé. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution, mais il faudrait pour les différents dirigeants envisager d'autres modes d'approche de cette menace terroriste. Donc actuellement, comme l'a dit tout à l'heure M. Tal, les problèmes sécuritaires qui sont actuellement en cours au Sahel, notamment dans l'espace CEDEAO, sont de nature à distendre les relations entre les différents pays. Parce que le Mali et le Niger ne s'entendent pas forcément sur la meilleure stratégie à adopter. On s'est rendu compte que la force Barkhane, à un moment donné, s'est repliée vers le Niger. Et ça, c'est vu chez la junte malienne comme une petite, disons, trahison, si je peux m'exprimer ainsi. Et que au Sénégal,
Le Mali, par exemple, considère que le Sénégal ne l'a pas suffisamment soutenu lorsqu'il s'est agi de faire face aux sanctions de la CEDEAO. Donc, on est à un moment actuellement où l'existence même de cette coopération qu'est la CEDEAO est à peu près remise en cause par certains dirigeants en Afrique de l'Ouest. Donc, il faudrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'estime que l'erreur qu'a fait la CEDEAO a été de mettre au second plan toute politique de sécurisation de son espace avant de mettre en place des politiques économiques et politiques. Et par rapport à la sécurisation de nos espaces, M. Tall, de plus en plus, je l'ai rappelé tout à l'heure, beaucoup de dirigeants misent également sur la négociation, négocier avec des groupes terroristes. Aujourd'hui, comment négocier avec des groupes terroristes et à quelle fin également? Bon, moi, jusque-là, on était d'accord, mais là, je vais prendre un peu... Je sais que vous n'êtes pas trop adepte de la négociation avec les groupes terroristes, dans la mesure où ce sont des gens qui remettent même en cause l'existence des États. Voilà, à partir du moment où vous remettez en cause l'existence de l'État, pour moi, vous ne faites plus partie de la communauté. Un État, c'est une communauté de destin, où c'est la nation. On est ensemble pour arriver à un but. Donc, il peut y avoir diversité, il peut y avoir des peuples différents, des ethnies, des origines, tout ça c'est acceptable. Mais à partir du moment où vous dites que vous vous attaquez clairement contre, vous attaquez à cette volonté de vivre ensemble en communauté, mais là vous ne faites plus partie de la communauté, vous êtes une menace pour la communauté et on doit carrément vous empêcher de nuire. Donc le problème qui s'est passé au Mali, c'est ça. Mais est-ce que également la négociation ne peut pas avoir un bon côté? Je m'explique. Déjà, il y a certains qui ont été endoctrinés. On a rappelé au tout début de l'émission que beaucoup sont entrés aujourd'hui parce qu'ils ont eu confiance à ces groupes terroristes, parce que ces groupes terroristes se sont substitués à l'État central et tout. Aujourd'hui, est-ce que amener ces gens-là ou bien négocier avec ces gens-là ne pourrait pas permettre de les ramener à la société et à déposer les armes? Je veux bien qu'on négocie avec un rebelle. Quelqu'un qui dit, par exemple, entre guillemets, ma communauté n'a pas accès à la santé, à l'éducation, parce que le pouvoir central a accaparé... Les groupes terroristes sont des formes de rébellion également, de rébellion face à l'État central. Alors, attendez, rébellion dans le sens où on réclame plus de moyens de l'État, plus d'autonomie, etc. Ça, on peut s'asseoir, on discute. Mais à partir du moment où vous dites, par exemple, on veut mettre un État ATMI par exemple, ou voilà, scinder l'État en deux, faire un État basé sur je ne sais pas quoi, qui est complètement différent de l'autre État, et puis mettre... bon, vous savez ce qui s'est passé au Mali. Mais pour ceux qui, formations honorables, veulent revenir aujourd'hui, des gens qui ont été endoctrinés, je l'ai rappelé tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas lieu de négocier avec eux pour les ramener et leur faire déposer les armes? Oui, non, là-dessus, on est d'accord. Si quelqu'un se repent, entre guillemets, et souhaite réintégrer l'ordre, la volonté commune de vivre ensemble, là, oui, il faut complètement l'intégrer, il ne faut pas l'exclure, il faut discuter, négocier, expliquer qu'on travaille dans le sens de ramener l'ordre et dans le sens de ramener les services de l'État. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Mais moi, ceux qui négocient les armes à la main et qui veulent effrayer l'État de la carte, là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord et ça existe. Maintenant, bon, pour finir là-dessus, je dirais quand même que il ne faudrait pas que ces négociations-là, comme ça a été expliqué tout à l'heure, effectivement à juste titre, le fait de vouloir faire revenir Blaise Compaoré pour discuter, il ne faut pas que ça encourage l'impunité. Oui, il y a des gens qui ont fait beaucoup de mal, qui ont été chassés du pouvoir par le peuple. Ce peuple, on voit le même problème avec le printemps arabe notamment, et même en Afrique de l'Ouest, le cas du Burkina Faso par exemple. Négociation avec des groupes terroristes ne devrait pas permettre l'impunité et ne devrait pas aussi permettre de négliger la case justice, c'est-à-dire que justice se fasse. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Pape Ousmane Thiaw. Vous êtes doctorant en sciences politiques et spécialiste des questions de sécurité. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci également à M. Daouda Tall, éditorialiste et président du think tank ID Sénégal. Merci également à vous. Merci à vous, merci à toutes celles et ceux qui nous regardent. Merci également à vous qui nous suivez. Merci à l'équipe technique pour la réalisation et les facilitations. Très bonne suite de programme sur nos antennes.